Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Lycéens et collégiens de la banlieue dans la rue ce matin. Ils étaient des milliers à protester contre les grèves répétitives dans le milieu scolaire. Un mémorandum a été remis au préfet de Guédiawaye. À Rufisque Sud, les populations de la cité d'Abar et Diogora en colère contre le manque d'éclairage public, même doléance des habitants de Khariala dans la commune de Djander. Ils dénoncent également la recrudescence des accidents mortels sur l'axe Khariala-Kayar. Lancement du projet d'appui à la prévention et à la pré-élimination du paludisme au Sénégal, un financement de 32 milliards de dollars de la Banque islamique de développement prévu. Le but est de permettre aux différents acteurs d'accélérer la pré-élimination du paludisme dans les régions ciblées. Et puis le prix de l'huile en vrac fixé à 1000 francs CFA. La production devrait s'accroître avec la mise à la disposition de plus de 200 000 tonnes d'arachides. Un protocole d'accord entre les parties prenantes a été paraphé. Voilà le sommaire de ces 20 heures. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Lycéens et collégiens de la banlieue ont investi ce matin la rue. Ils étaient des milliers à crier le ras-le-bol à cause du milieu scolaire. Ces apprenants veulent la fin des grèves répétitives des professeurs. Un mémorandum a été remis au préfet de Guédiawaye, Blondin Ndiaye. Les propos de leur porte-parole au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Depuis 2 mois, nous n'avons pas fait nos cours et nos évaluations. Nous sommes très loin de terminer le programme de l'année scolaire et cette dernière tire à sa fin. Cette situation découle du bras de fer entre l'État et les syndicats d'enseignants. Chères autorités étatiques et chers syndicats d'enseignants, ayez pitié de nous, vos enfants, issus de milieux défavorisés. Nous sommes la jeunesse de l'avenir du Sénégal. Pourquoi voulez-vous nous faire subir les conséquences de ce bras de fer alors que nous voulons étudier? Pourquoi voulez-vous sacrifier des milliers de jeunes qui sont la relève de demain à cause de vos propres intérêts? S'il vous plaît, pensez à nous, car notre avenir est menacé. À travers ce mémorandum, nous vous invitons à avoir plus de respect à l'égard des élèves, parce que nous sommes des citoyens et nous avons droit à l'éducation. Nous lançons un appel à l'État et aux syndicats d'enseignants pour trouver un terrain d'entente afin de résoudre définitivement ce problème et pouvoir retourner dans les classes, faire les cours et les compositions, car nous sommes très fatigués. Nous demandons au ministère de l'Éducation de revoir, si possible, de repousser les dates des examens de fin d'année. Ces manifestations délèvent la nouvelle trouvaille de ces potages pour exiger la fin des grèves dans l'école sénégalaise. Ce sont les marches, un phénomène donc rare qui interpelle tous les acteurs qui font la sourde oreille, une attitude qui n'honore pas notre pays et assombrit l'avenir de l'école sénégalaise. Un cri de détresse signé Adi Atala. Le secteur de l'éducation est en proie à une véritable crise. Après les enseignants, maintenant c'est au tour des élèves de descendre dans les rues. C'est comme s'il s'était passé le mot. À Karang, les potaches ont même poussé le bouchon trop loin, allant jusqu'à brûler leurs blouses publiquement pour exiger la fin des grèves récurrentes. Et cela n'émeut personne, ni les enseignants ou parents d'élèves, encore moins les autorités étatiques. Tout le monde laisse faire comme si on voudrait se jouer de l'avenir des élèves. Chers acteurs de l'éducation, la place des élèves n'est pas dans la rue, mais plutôt dans les classes. Faites en sorte qu'ils retournent dans ces lieux d'études et d'apprentissage. Il n'est jamais trop tard pour poursuivre les négociations et accepter les concessions et compromis, 2 facteurs qui sous-tendent généralement les discussions. Depuis plus d'une décennie, les revendications des enseignants sont toujours les mêmes et l'État s'entête à se braquer, même si par moments il lui arrive de lâcher du lest. N'est-il pas temps de trouver une solution à la crise scolaire qui n'a que trop duré? Adi Atala, à l'Université virtuelle du Sénégal, a présenté ce mercredi son plan stratégique 2018-2022. L'UVS compte ainsi redorer son blason durant ces 5 prochaines années. Le retard du calendrier universitaire, la connexion Internet, entre autres difficultés qui devront être de vieux souvenirs, nous disent nos reporters Fatou Bintou Conté et Mohamed Dian.
L'Université virtuelle du Sénégal, la première université numérique publique, est confrontée à de nombreuses difficultés depuis sa création. Des difficultés, il y en aura toujours et nous sommes en train de faire ce qu'il faut pour les résoudre. Parce que comme vous le savez, l'Université virtuelle du Sénégal est une innovation et comme quand on crée une innovation, forcément il y a des difficultés. Et des difficultés, il y en aura toujours, mais ce qui est important, c'est justement de pouvoir anticiper et c'est justement le but de ce plan stratégique-là, et d'être dans une logique de planification et pas dans une logique de gestion au quotidien. Le respect du calendrier universitaire fait partie des problèmes majeurs auxquels l'UVS est confronté, même si un début de solution commence à voir le jour. À l'Université virtuelle du Sénégal, la difficulté majeure, c'était le calendrier universitaire. Nous avons constaté que les 3 premières promotions ont démarré chacune avec 1 an de retard. Depuis l'année dernière, la promotion 4 a démarré avec beaucoup moins de retard. C'est-à-dire que cette promotion-là aura sa licence en 3 ans au lieu de 4 ans, comme les 3 premières promotions qui ont eu leur licence en 4 ans. La dernière promotion a démarré au mois de novembre, donc avant toutes les autres universités. Donc ce qui veut dire que de ce point de vue, nous avons fait énormément de progrès. La connexion Internet, outil de travail primordial des étudiants, n'est parfois pas assurée. Toutefois, les espaces numériques ouverts aux étudiants règlent parfois la situation. Les difficultés liées à la connectivité, je crois que beaucoup d'efforts ont été faits de ce point de vue. Et nos équipes travaillent en parfaite collaboration avec les opérateurs de téléphonie pour que, quand une difficulté de ce genre se présente, que l'étudiant qui est concerné puisse retrouver rapidement son forfait. Si c'est que dans nos espaces numériques ouverts, c'est de garantir un accès au haut débit Internet pour que l'étudiant, même s'il a un problème de couverture Internet dans sa localité, qu'il puisse, quand il arrive au niveau de l'espace numérique ouvert, disposer d'une connexion Internet stable. Ce modèle d'enseignement à distance fait parfois que l'encadrement avec le nombre de professeurs semble réduit, vu le pléthore d'étudiants. Fatou Bintou Conté, l'actualité sociale marquée par la colère à la cité d'Abar et à Diorga. Chérif Rufisque Sud, les populations s'insurgent contre le manque d'éclairage public dans leur localité et les problèmes d'assainissement. Courroucées par cette situation, elles interpellent la municipalité certainement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À Khayala, situé dans la commune de Djander, à 3 km de Kayar. Des populations ont marché également pour réclamer de l'électricité. Ils ont dénoncé la récurrence des accidents de la route sur l'axe Khayala-Kayar, la récurrence de ces accidents qui continuent d'inquiéter ces habitants. Les détails dans cette correspondance signée Cheikh Anta Diop et c'est la tire. Foulard rouge autour du cou, rouge de colère, les populations de Khayala sont sorties en masse devant la route qui mène vers Kayar pour exprimer leur mécontentement. Cette localité n'a ni école ni électricité. Les habitants de ce village vivent une situation difficile. Le village de Khayala existe depuis 1952. Jusqu'à présent, le village n'est pas électrifié. Nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas de case de santé. La récurrence des accidents de la route sur l'axe Khayala-Mbawan inquiète aussi les populations. À l'espace de 4 mois, il y a 4 accidents qui sont produits ici. Il y a un mortel et un enfant qui est à l'hôpital. Jusqu'à présent, il n'est pas encore venu. On demande aussi des ralentisseurs. On est allé voir le maire pour lui donner des autorisations pour construire des ralentisseurs, mais jusqu'à présent, cela n'est pas résolu. Nous marchons des kilomètres aussi pour aller à l'école. Nos enfants vivent en danger. Parenturus, une société spécialisée dans la fabrication de flacons, est implantée dans leur localité, mais selon les populations, le chômage frappe de plein fouet la jeunesse de la zone. Il n'y a pas de jeunes qui travaillent dans ces usines-là, les usines de Parenturus, qui fabriquent des flacons. Ces flacons-là sont utilisés partout dans le monde, mais ils ne nous ont pas encore présenté des choses fiables. Selon le chef de village, depuis 1952, Khayala ne bénéficie d'aucune infrastructure de base. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. À Kafrine, Gérante Diop, 46 villages de la commune de Katiot dans la rue pour réclamer des ambulances, des routes et de l'électricité. Ces populations qui ont manifesté leur mécontentement se disent oubliées par les autorités. Ibrahim Diamé.
Kachot dans la rue, les 46 villages de cette commune du département de Kaffrine dénoncent l'oubli dont ils disent être victimes dans la politique de développement sanitaire du gouvernement, notamment sur le projet de dotation d'ambulances. Nous sommes très remontés contre le gouvernement parce que nous nous sentons vraiment écartés de ces programmes. Nous avons vu comment les ambulances sont en train d'être distribuées un peu partout au Sénégal, mais nous sommes mis à l'écart, nous en avons bénéficié d'aucune. Comment pouvez-vous qualifier cela? Vous pensez que ceux qui en bénéficient sont plus sénégalais que nous, mais cela, nous considérons que c'est injuste. La commune de Kachot, forte d'une population de 35 000 habitants, ne compte 3 postes de santé. Ici, les femmes particulièrement souffrent le martyre pour les consultations prénatales, mais également en voulant donner la vie. Je lance un appel à toutes les femmes ici présentes. Si vraiment nous ne pouvons avoir ni d'ambulance, ni de route, encore moins de l'électricité, mais à quoi bon de voter? Refusons de voter. L'État n'a absolument rien fait pour nous et nos conditions d'existence sont très difficiles. Vous vous rappelez cette dame qui a été mordue par un chien alors qu'elle donnait la vie? Ça, vraiment, c'est atroce. Ainsi, à travers cette forte mobilisation, Kachot interpelle les décideurs au plus haut niveau. La santé, l'électricité et les routes, rappelle-t-il, occupent l'essentiel de leur plateforme revendicative. Nous allons dans le nord du pays avec le mouvement Gomu Yakare Matam qui a organisé une marche dans les artères de la ville, une procession qui a vu la participation de milliers de personnes. Elle dénonce la lenteur dans le démarrage des travaux d'assainissement, le retard dans la construction de l'ICEP et le manque de spécialistes dans les structures hospitalières. Ousseynou Diop, Habib Sek pour plus de détails. Le mouvement citoyen Gomu Yakare Matam a organisé une marche dans les rues de la ville. Le président du dit mouvement dénonce le manque de considération de l'État dans la commune et interpelle les autorités. Nous sentons par rapport aux autorités, Matam est considéré comme une ville entièrement à part. Nous sommes des Sénégalais à part entière. Et nous tenons à le revendiquer et nous tenons également à le dire devant l'autorité que vous représentez. À Matam, les travaux d'assainissement tardent à démarrer selon les manifestants. L'autre doléance soulevée par les populations est liée au retard du démarrage de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel qui devait démarrer ses cours depuis octobre dernier. Aujourd'hui, Matam est l'une des capitales régionales les moins nanties en infrastructure. Il y a des programmes de l'État qui ont été dédiés à Matam, mais jusque-là, on tarde à voir leur réalisation. La directrice de l'ISEP nous disait que le démarrage des cours est prévu pour octobre 2018. La durée des travaux est de 1 an et ça devait débuter depuis octobre 2017. Et jusque-là, les travaux n'ont pas encore débuté. Gomu Yakare Matam plaide aussi pour le renforcement des spécialités de l'hôpital de la ville. Nous comprenons une maladie très grave, nous évacuons le principal. Par rapport aux spécialités, nous avons constaté beaucoup de problèmes. On ne peut pas comprendre que des malades soient évacués à Dakar, Touba ou Saint-Louis. Il faut que cela cesse. Il y a des spécialités qui ne peuvent pas faire défaut dans un hôpital régional comme Matam. L'État l'a mis ici, il est au service des populations. On ne va jamais demander le départ d'une personne. Mais on est tenu, et légalement, il est tenu de recruter un personnel adéquat pour servir les intérêts des Matamois. Les populations de Matam veulent que la localité soit davantage considérée et que les travaux annoncés par le gouvernement soient exécutés pour développer la région. Parlons de toute autre chose à présent avec le lancement du projet d'appui à la prévention et à la préélimination du paludisme au Sénégal. Avec le soutien des institutions financières, le Sénégal veut éradiquer cette maladie à l'horizon 2030. Les régions du nord et du centre du pays sont ciblées. Ce financement de 32 milliards de dollars de la Banque islamique pour le développement permettra aux différents acteurs d'accélérer la préélimination du paludisme dans les régions ciblées. Compte rendu signé Ibou Diouf et Mohamed Dian. Face aux effets néfastes de l'épidémie du paludisme, le gouvernement du Sénégal s'est orienté vers la recherche d'allocation de ressources plus substantielles et un financement innovant. Objectif, promouvoir un accès universel à des services curatifs et préventifs aux populations. Donc ce projet nous permet d'accélérer ce processus dans les régions ciblées, notamment dans la région de Matam, la région de Saint-Louis, la région de Diourbel, la région de Louga, mais qui concerne également 25 districts
et une population d'environ 4 millions de personnes. Le projet d'appui pour la préélimination du paludisme au nord et au centre du Sénégal est lancé avec le soutien des institutions financières. Dans le secteur de la santé et notamment de la lutte contre les maladies transmissibles, la BID a financé avec succès 2 projets d'appui au contrôle du paludisme au Sénégal, avec un montant total de 8 millions de dollars américains pour le premier et 10 millions de dollars américains pour le deuxième. Les 2 projets ont potentiellement contribué à la réduction de la prévalence du parasite et l'incidence de la maladie au Sénégal. La mise en œuvre du programme Plan stratégique national de lutte contre le paludisme s'inscrit dans une phase de maîtrise et d'éradication du paludisme sur l'ensemble du territoire national. Nous allons progressivement. Quand vous voyez bien là, la présentation, sur 76 districts, en 2016, nous avions 36 districts qui étaient au vert, c'est-à-dire moins de 5 cas pour 1000 habitants. Et en 2017, nous avons pu augmenter le nombre de districts qui sont au vert, jusqu'à atteindre 47 districts. Donc c'est un processus qui va être continuel jusqu'en 2030 où l'objectif de l'élimination est fixé à 2030. Les autorités sanitaires et leurs partenaires multiplient les actions. Ce nouveau programme se fixe comme objectif l'élimination effective du paludisme en 2030. Je vous l'annonçais dans les titres, la rencontre sur la production et la commercialisation de l'huile d'arachide. Un protocole d'accord entre les parties prenantes fixe le prix de l'huile en vrac à 1000 francs CFA, une production d'huile d'arachide qui devrait s'accroître avec la mise à la disposition des producteurs de plus de 200 000 tonnes d'arachide. La rencontre s'est tenue ce matin au ministère du Commerce. Compte rendu signé Aminata Mbaresso et Diafaraba. Dans la signature de ce protocole, les différentes parties sont tombées d'accord sur le prix de vente de l'huile en vrac. Il est désormais fixé à 1000 francs. La décision la plus importante que j'attendais, c'est le prix au consommateur de l'huile en vrac. Parce que c'est l'huile en vrac qui a été annoncée. Les travaux vont continuer pour les autres huiles et aux différents stades de la distribution. Mais retenez que l'huile en vrac qui est homologuée va être vendue à 1000 francs chez le boutiquier. Cette réunion tenue au ministère du Commerce entre dans le cadre de la régulation du marché de production de l'arachide au Sénégal. Quelles sont les garanties? Les garanties sont qu'aujourd'hui, si l'État protège le marché de l'huile, il nous faut 600 000 tonnes d'arachide. C'est quand même beaucoup. Avec l'article 8 du protocole qui stipule qu'il y aura un stock de sécurité en permanence et qu'en cas de tension, ce stock serait libéré. Dans les débats, la production de l'huile Ségal a été également soulevée. L'huile Ségal, qui était interdite de vente au Sénégal et qu'on vendait, maintenant cette huile-là, on le vend à l'industriel qui le raffine. Plus de 200 000 tonnes d'arachide seront ainsi mises à la disposition des producteurs et des industriels pour mieux approvisionner le marché sénégalais. Nous ouvrons le chapitre politique dans ce journal. Idrissa Seck, toujours à Touba dans le cadre de sa tournée de 10 jours dans le département de Mbacké. Il était à Darou Mofti, deuxième capitale du mouridisme. Le leader du parti Rewmi s'est prononcé sur les nombreux enlèvements d'enfants qu'il a condamnés. Aussi prévoit dans son programme de restaurer l'autorité de l'État. Nous l'écoutons, il est interrogé par Mohamed Diop et Talla Samba. Je trouve cela ignoble. Je trouve cela inacceptable. Je trouve cela insupportable. Toute forme de violence exercée sur des êtres humains est répugnante. Mais ça l'est davantage lorsque ça s'attaque à des enfants. Je rappelle simplement que ni le pouvoir, ni les biens terrestres ne doivent justifier qu'on s'en prenne à des enfants. Et la responsabilité première de l'État est de garantir la sécurité. Vous savez, ma première préoccupation, c'est de remettre de l'ordre au Sénégal, de remettre de l'ordre dans la gestion de l'État. Un leader ne peut pas être faible.
Et sa première fonction, c'est d'avoir l'autorité nécessaire pour imposer la sécurité, la discipline, l'hygiène et une justice égale pour tous. Ça, c'est la fonction fondamentale. Bien sûr, ce sont ces questions-là qui occuperont l'essentiel de mon programme. Le grand parti de son côté sera la présidentielle. La volonté de son président se dessine à Pékin. Les militants du GP étaient en atelier. La rencontre a porté sur la stratégie à déployer pour la présidentielle prochaine. Là-dessus, je vous propose d'écouter Babacar Fall, membre de la coordination GP Pékin. Il est interrogé par Salif Sow. Pékin ne se fera pas sans le grand parti. Il y a suffisamment de ressources humaines dans ce parti-là pour qu'à l'occasion des élections de 2019, le grand parti puisse gagner dans le département de Pékin. Et aujourd'hui, les responsables se sont donné la main pour un peu tirer dans la même direction afin de remporter les élections à Pékin. Nous avons l'avantage d'avoir le seul candidat qui habite le département de Pékin ou qui est originaire de Pékin. Malik Gakou, c'est un fils de la banlieue. Et les banlieusards ont toujours voté pour les autres. Et à Pékin, aucun gouvernement n'a rien fait pour les habitants de Pékin. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus que si nous mettons ça au devant de la scène, combiné avec son expertise, son expérience et sa volonté de faire bouger les lignes, nous allons faire bouger les lignes et le grand parti sortira vainqueur des élections à venir. Nous sortons des élections législatives. Avec tout ce qu'ils ont pu faire pendant ces élections législatives, ils n'ont pas franchi la barre des 40%. Et c'est les 60% qu'ils considèrent comme zéro. Mais c'est très bien. Alors, nous allons nous battre pour mobiliser ces 60% pour leur montrer que l'argent ne fera pas la différence. À Ziguinchor, le président de l'UCS lui recommande au gouvernement de revoir tout le processus et le mode d'élection au Sénégal qui ne milite pas en faveur d'une démocratie crédible. Abdoulaye Baldé s'est exprimé en marge d'une rencontre politique qu'il a présidée à l'hôtel de ville de Ziguinchor. Ses propos sont recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Oui, moi je pense que c'est ça. Moi, mon parti faisait partie de ceux qui ont participé à la concertation nationale. Nous avions posé comme préalable à tout l'audit du fichier parce qu'on avait quand même remarqué beaucoup d'imperfections, même si les experts pensent que le taux d'erreur se situe entre 1,5 et 2. Dans l'autre, il y a eu quand même des imperfections qui ont été soulignées dans le rapport. Donc il faudra corriger ça. Pour la présidentielle, ça se pose moins parce que c'est un candidat contre les autres, mais toutes les autres élections, qu'elles soient municipales ou qu'elles soient législatives, je pense qu'on devait revoir le processus, on devait revoir le mode d'élection. La proportionnelle, elle est importante. Mais aussi, il faut crédibiliser notre système démocratique parce que tant que ce sera le Raougadou, on aura toujours des majorités écrasantes à l'Assemblée nationale. Donc il faudra faire de tête qui est d'abord renforcer le scrutin proportionnel ou aller carrément dans un scrutin majoritaire intégral à 2 tours. Donc c'est ce qui permettra d'abord de rééquilibrer en tout cas le rapport de force au niveau de l'Assemblée nationale, d'avoir une Assemblée nationale crédible. Et puis le nouveau style de combat de Maître Wade qui s'invite dans le débat politique par un communiqué notamment contre le rapport de l'Union européenne sur le fichier électoral qui qualifie de zéro des observateurs de la scène politique, analyse cette façon qui peut éclabousser selon certains sa coalition, sujet signé Pape Faraning et Pape Sangoné Mbaye. Abdoulaye Wade qualifie le travail des experts sur l'audit du fichier électoral de zéro dans un communiqué. Une façon de faire du pape du Sopi qui ne constitue pas une grande surprise. Compte donc de ce fait qu'il n'est plus président, qu'il n'est plus au Sénégal. Deuxièmement, il faut tenir compte du fait qu'il a un âge certain. Dire que Wade a quand même plusieurs arcs, plusieurs flèches dans son arc, comme on dit, plus exactement, il a plusieurs façons de réagir aux événements politiques et à chaque fois, il fait ce qu'on appelle un effet de surprise et tente de prendre un peu par surprise ses adversaires et même ses propres collaborateurs. Hein. Ce nouveau style de l'ancien président est aussi une manière de marquer une époque, estime Mbaye Sidi Mbaye. Il doit être sur le terrain pour régler les problèmes du parti. Cela peut se faire, mais il y aurait un danger. Ça voudrait dire qu'il n'a pas confiance, totale confiance, en
ses camarades qui sont restés à Dakar. Pour Momar Seyni Ndiaye, cette attitude peut être fatale pour sa coalition à l'élection présidentielle. Il faut quand même reconnaître qu'Abdoulaye Wade est resté malgré tout dans sa logique, parce qu'il a dit qu'il ne participerait pas, que sa coalition ne participerait pas à des élections organisées par le président Macky Sall. Et que dans cette logique-là, il est normal que tout ce qu'il dit soit en relation directe avec la position jusqu'au boutiste qu'il a jusqu'ici adoptée. Le problème qui se pose, c'est quelles en seront les conséquences pour sa coalition et pour l'ensemble de l'opposition. C'est la question fondamentale qu'il faut se poser. Et le résultat auquel on risque d'aboutir, c'est carrément de voir Abdoulaye Wade neutraliser sa coalition, qui ne pourrait pas ainsi participer aux élections, mais également déstabiliser les autres secteurs de l'opposition qui sont dans sa coalition. Maître Abdoulaye Wade, même loin du Sénégal, continue d'alimenter le débat politique. Chacune de ces sorties ou prises de position fait son effet sur les deux côtés du champ politique sénégalais. Pendant ce temps, les inscriptions sur les listes électorales se poursuivent à la sous-préfecture des Parcelles Assainies. Ils sont au nombre de 100 à 150 inscrits par jour. Les citoyens, eux, n'espèrent qu'une seule chose, recevoir leur carte à temps. Un sujet signé Habib Faye et Youssou Baro. La bataille de l'élection présidentielle 2019 lancée, les citoyens engagés en perspective de ce scrutin s'inscrivent sur les listes électorales. À la sous-préfecture des Parcelles Assainies, le président de la commission reçoit 100 à 150 inscrits par jour, chose qu'il magnifie. Il y a un grand riche, des fois 50, 60. Production d'un extrait de naissance de moins d'1 an. Ou photocopie de la carte d'identité ou de la carte électeur obligatoire. Production d'un certificat de résidence ou présentation d'une facture indiquant la résidence établie au nom du demandeur obligatoire. Même son de cloche chez le préfet qui appelle la masse de venir s'inscrire. Ce que l'on demande, nous, c'est que les gens puissent encore venir en masse pour profiter de cette opportunité qui leur est offerte, parce qu'au-delà du 30 avril, certainement que les gens qui ne se seront pas inscrits sur les listes électorales seront obligés d'attendre encore en 2019 pour le faire. Entendu par Mamadou Lamine Diop, qui vient d'atterrir au Sénégal avec sa famille, il souhaite rentrer en Europe avec sa nouvelle carte nationale d'identité. Je ne suis pas au Sénégal, je n'exerce pas au Sénégal, je travaille à l'étranger, mais de temps à autre, il m'arrive de venir au Sénégal. Donc j'ai profité de mon séjour à Dakar pour venir, m'inscrire, renouveler également ma pièce d'identité. Et voilà, c'est pourquoi, je suis venu pendant ce moment précis, là, profitant de mon séjour à Dakar. Là, j'ai suivi le circuit jusqu'à l'obtention de mon récépissé de dépôt. Et j'attends la sortie de la carte. Les inscriptions sur les listes électorales ouvertes, déjà 6 200 000 inscrits, aussi bien à l'intérieur qu'à l'étranger, sur la refonte partielle des listes électorales de 2017. En attendant un nombre plus élevé en 2019. Nous parlons de lutte avant de refermer cette édition avec l'acte de guerre 2 qui a été suspendu un an ferme avec une amende de 7 millions de francs CFA par le CNG qu'il a attaqué après sa défaite contre Modulo. Le lutteur Moussa Fagui déplore cette décision. L'ancien lutteur de l'écurie Face que je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Diop. Je ne suis pas d'accord que nous le suspendre. Déjà, on lui a pris plus de 7 millions de francs CFA. Je ne suis pas d'accord avec le CNG. La décision, je la trouve injuste. Avant de prendre une quelconque sanction, on devrait l'appeler d'abord. À 7 millions d'amende, c'est quand même beaucoup. Il faudra noter que la lutte sénégalaise traverse une mauvaise passe. Nos lutteurs sont privés de liberté, ce qui n'est pas du tout normal à mon avis. Ce qu'on constate le plus souvent, les lutteurs sont suspendus après avoir
commis des erreurs. Mais Lac de Guiers 2 n'a fait que tenir des propos. Moi, je trouve que la main du CNG est lourde. On aurait dû d'abord l'avertir avant de faire quoi que ce soit. Mais au bout du compte, on a l'impression que les lutteurs n'ont aucun droit. Stabiliser quoi, tu as dépassé les bornes et que ça ne se répète plus. Mais d'un coup, boum, c'est pas 1 million, finalement, Voilà, c'était le dernier élément de cette édition. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout temps d'image. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.